Nous évoquions la présidentielle avec la révision des listes électorales décidée par décret en Conseil des ministres ce mercredi. Ce sera du 29 novembre au 1er décembre prochain. David Jagouavion était donc sur le coup que représentaient donc ces opérations de révision ou de recensement. Mais je pense quand même que la question du coup ne devrait pas poser de problème puisque tout le monde sait qu'en 2020, nous irons à une élection qui va désigner le président de la République. Et donc, l'État et le gouvernement sont déjà tenus informés et les dispositions pratiques sont déjà prises pour permettre le déblocage du fonds nécessaire pour organiser ces opérations. Aujourd'hui, il faut quand même saluer la responsabilité que les États africains ont prise, en tout cas certains. Le Bénin l'avait fait, la RDC l'a fait. Beaucoup de pays africains aujourd'hui financent eux-mêmes les élections. Ce n'est plus comme avant où on parle de l'aide de l'Union européenne ou des partenaires financiers, etc. Aujourd'hui, il y a cette volonté de ces pays à s'autofinancer et ça le fait bien. Le Togo l'a déjà fait à la dernière présidentielle, la dernière législative, également les élections municipales qui ont eu lieu dernièrement et les prochaines élections qui auront lieu l'année prochaine. Je pense que ça explique aussi aisément le caractère républicain de ces États qui ont besoin de se positionner sur ces différentes opérations qui consistent à sortir de l'argent de nos caisses puisqu'on a les moyens, on a cette disponibilité financière et donc sortir de l'argent des caisses de l'État pour financer ces opérations. Ça permet aussi à ces États, au Togo particulièrement, d'avoir sa liberté d'expression, d'être beaucoup plus autonome et de ne plus forcément dépendre de l'aide de l'extérieur pour organiser ces élections et ces opérations. Oui, ce recensement est décidé à sa juste valeur. D'abord, je l'ai dit, c'est une volonté politique pour satisfaire toutes les revendications pour que le jeu électoral soit assaini, pour ne pas donner l'impression que certains ne s'étaient pas fait enrôler. Sinon, il y a une tendance politique qui aurait gagné les élections. On n'aura plus de cet argument. On se rappelle également les centaines de milliards perdus à cause de revendications plus ou moins fantaisistes. Aujourd'hui, le gouvernement a également répondu favorablement aux besoins du vote de la diaspora. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères avait déjà organisé, avait déjà balisé le terrain avec l'élection des représentants de la diaspora à travers le monde. C'est déjà un bon pas et ça nous a permis d'avoir une idée de l'existence réelle de cette diaspora et dans quel coin du monde. C'est très, très important. Aujourd'hui, on ne pourra plus, après les révisions, on ne pourra plus, j'espère, entendre qu'il y a tel ou tel parti politique qui n'est pas satisfait du fichier électoral si vraiment on aime son pays et on veut vraiment travailler pour son épanouissement. C'est une question d'ouverture politique et c'est à saluer pour le parti au pouvoir, donc au président de la République. Ça, c'est très sage de sa part. Maintenant, concernant le coût, oui, nos pays sont économiquement malades. Mais quand même, il faudrait que, quel que soit notre degré de maladie, qu'on s'occupe de ce qui nous est intrinsèquement propre. Quand un homme est malade, oui, il peut bénéficier de l'assistance pour se faire laver, mais quand même, tant qu'il n'est pas encore mort, il lave lui-même son sexe. C'est très important. Et là, être traité par la communauté. Mais justement, nous saluons tous le fait que le Togo ait pris la décision, la responsabilité de financer ces élections, parce que lorsque on dépend jusqu'aux élections de l'extérieur, eh bien cet extérieur a tendance à influencer les résultats. Et ça, ce n'est à l'honneur d'aucun citoyen togolais, quel que soit son bord politique. C'est une très bonne chose que le Togo cherche à financer ses propres élections. Nous ne sommes pas encore sortis des difficultés, même si le Togo se positionne comme le meilleur pays réformateur en Afrique. Ces réformes n'ont pas encore leur effet
sur notre économie, dans le panier de la ménagère. Nous n'avons pas encore les fruits. J'espère que ces élections, si elles sont vraiment bien préparées, bien organisées, que les contestations cessent, nous aurons vraiment les fruits de nos efforts très bientôt. Donc, c'est ça parlait tout à l'heure, si tu le permets, du vote de la diaspora. Je voulais juste lui rappeler que ce n'est pas tous les Togolais de la diaspora qui vont pouvoir voter à la prochaine présidentielle quand on se réfère à la répartition qui a été faite par le ministère des Affaires étrangères. Il y a un communiqué qui est sorti. C'est certains pays qui ont été sélectionnés. Je pense qu'il y a la France, oui, les États-Unis, le Maroc. Voilà, dans lesquels les Togolais de la diaspora. Et ça, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Le Ghana qui a le plus fort taux de diaspora, de présence sur son territoire de la diaspora togolaise n'est pas sélectionné. C'est-à-dire que les Togolais qui vivent au Ghana aujourd'hui ne peuvent pas voter. David, tu aurais pu remarquer que les pays limitrophes ne sont pas désignés pour ce vote. Au moins, les Togolais qui vivent dans ces pays peuvent faire le déplacement du Togo et voter. On peut plus loin. L'Allemagne n'est pas... Quand on s'en refait... En Europe, l'Allemagne est le pays qui accueille... Après la France, c'est l'Allemagne qui accueille plus de Togolais. Je pense sur la statistique. Mais c'est aussi en Allemagne qu'on enregistre. Attention, il ne faut pas confondre les Togolais qui ont gardé leur nationalité et les Togolais qui ont renoncé à leur nationalité. C'est également en Allemagne qu'on enregistre le plus grand nombre de Togolais qui ont renoncé à leur nationalité. Des Togolais qui ont été recensés en Allemagne dernièrement et qui sont respectueux des exigences. Alors, comparativement aux autres pays, ils sont combien? Quelle est leur proportion par rapport aux autres pays où le vote est ouvert? Le problème n'est même pas là. Le problème, en réalité, c'est la question des infrastructures pour pouvoir permettre à tous les Togolais qui sont dans... Lorsque nous prenons par exemple le Ghana, lorsque nous prenons le Ghana, c'est l'étendue... Les Togolais se retrouvent un peu partout sur l'étendue du Ghana. Or, aujourd'hui, le Togo n'a pas le dispositif nécessaire pour faire donc recenser les Togolais dans tous les pays. Oui, c'est à l'ambassade du pays, dans la capitale. Le Ghana a une ambassade ici, donc je ne sais pas s'il a reçu. Oui, le Togo a une ambassade à Accra. C'est assez compréhensible. Non, je vois c'est assez compréhensible que les pays limitrophes, les Togolais se situant dans les pays limitrophes, puissent rentrer voter. Non, ce n'est pas normal. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça viendrait le faire d'abord revenir pour s'inscrire sur la liste. Voilà. Ensuite revenir. Ça ne se fait pas comme ça. Quand on parle de vote de la diaspora, quand on parle de vote de la diaspora, ça veut dire que c'est les habitants du Togo qui sont... Il y a un nombre qu'il faut définir aussi. Je pense que ces pays qui ont été touchés sur le dernier travail que le ministère des Affaires étrangères a produit avec le Conseil des Togolais de l'extérieur, etc., il y a des statistiques qui ont été faites. On nous dit que le Ghana est le pays africain qui accueille plus de diaspora togolaise. Ils sont plus de 100 000 au Ghana et curieusement, le Ghana ne se retrouve pas sur la liste. Qu'on ne me parle pas de pays limitrophes, qu'on ne me parle pas de manque d'infrastructures, puisque le vote se déroule où? Dans les représentations diplomatiques. Les Sénégalais votent où? Tous les Sénégalais qui sont sur le territoire togolais viennent voter à Lomé. À l'ambassade du Sénégal à Lomé. Il n'y a pas d'ambassade du Sénégal à Dapao, il n'y en a pas à Accra. Dites-moi, les Togolais qui sont à Aflao côté Ghana, les Togolais qui sont à Aflao côté Ghana, où est-ce que vous voulez qu'ils votent? Dans le code électoral, en tout cas modifié la dernière fois pour intégrer le vote des Togolais de l'étranger, article 61, on dit le vote des Togolais vivant à l'étranger ne peut être ouvert que dans les pays qui comptent au moins 300 compatriotes enregistrés sur les listes consulaires de l'ambassade togolaise dans le pays. Donc, si vous dites que le Ghana compte 100 000, mais que la liste consulaire, ceux qui sont allés régulièrement s'enregistrer, quelle est l'institution qui doit donner ces chiffres? Est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères? C'est la CENI? Est-ce que les chiffres ont été donnés? Aujourd'hui, est-ce que vous savez... ces chiffres, c'est en fonction de ça qu'il a choisi. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de Togolais ont pu avoir leur carte consulaire? On n'en a pas. Mais publier les statistiques, publier les chiffres. Comme ça,
ça permettra, nous sommes demandeurs de ces informations. Je suis citoyen de ce pays. Si on me dit que la diaspora togolaise doit voter dans un pays, je suis citoyen de ce pays. Je dois avoir toutes ces informations. Mais donner les informations pour qu'on sache. Qu'on parle de 100 000 Togolais qui sont à Accra et que 200 n'aient pas pu aller se faire inscrire pour avoir le cadre consulaire, c'est quand même assez. Mais comment ils sont rentrés au Ghana? Est-ce que le consulat du Togo au Ghana connaît l'ambassade du Togo au Ghana, connaît l'existence de ces Togolais, de ces 100 000 Togolais installés au Ghana? Ce n'est pas moi qui ai donné les chiffres. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a donné les chiffres des 100 000 Togolais. Ce n'est pas moi, David, qui le dit. En tout cas, nous, on se prononce sur des hypothèses. Il serait intéressant que le ministère des Affaires étrangères et la CENI donnent de meilleures explications. Le ministère a déjà donné les chiffres. Le non-choix aux ces pays limitrophes pour... Le ministère a déjà donné les chiffres. Oui. On va parler maintenant du second sujet Togo. Le groupe de Monseigneur Podro qui demande donc la suspension du processus électoral. Donc plusieurs partis d'opposition ont demandé la suspension du processus électoral en vue de la présidentielle de 2020 au Togo, pendant que l'ONU et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'activent pour un scrutin crédible et transparent. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Podro, avait appelé donc les opposants à la société civile à former une plateforme revendicative. Et dans cette plateforme, l'une des demandes formulées, c'est que le processus électoral actuellement mené de façon unilatérale soit suspendu. Constant Lemou, une réaction. En tout cas, je pense que Monseigneur Podro est trop grand pour que nous puissions parler de lui. Oui, Monseigneur Podro, c'est une personnalité, une forte personnalité. Et nous n'étions pas vraiment indiqués pour parler de lui. Mais on parle souvent de Franck Yassine. Mais bien sûr, mais lorsque... C'est la première personnalité du Togo, mais on parle d'elle. Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque un adulte se permet de se mettre tout nu à un carrefour, il ne peut pas empêcher les enfants de regarder ses testicules. C'est ça qui nous permet de se prononcer sur le comportement de Monseigneur Podro. Aujourd'hui, il s'est clairement affiché, il a choisi son camp politique, parce qu'au sein de l'opposition même, il y a des oppositions et il a pris sa position en faveur d'une frange de la C14, puisque beaucoup de partis aujourd'hui se trouvent être adversaires ou ennemis, à la limite, à Monseigneur Podro. Alors, puisqu'il est devenu un homme politique, on se demande alors, d'abord, sur la forme de cette plateforme, je ne sais pas vraiment si c'était la forme indiquée, demander avec injonction d'arrêter, de suspendre le processus. Il représente quoi? Il représente quoi? La forme vient s'associer au fond. Sur le fond, cette frange, ce groupe que dirige Monseigneur Podro représente quoi sur l'échiquier politique au Togo? Toute cette C14 réunie ne vaut pas l'ANC. Alors, je ne sais pas sur quelle base et à partir de quoi Monseigneur et son groupe peuvent demander avec injonction de suspendre un processus qu'ils qualifient d'unilatéral. Unilatéral par rapport à quoi? Comment s'organisent les élections au Togo? Est-ce qu'il faut à tout bout de champ créer des situations de crise ou des crises artificielles? Peut-être ils se sentent encore à la conférence nationale. Peut-être ils se sentent encore dans cette opposition dans la salle Fazao en 1991. Il ne s'est pas rendu compte que le Togo a évolué. Les tests ont évolué. La CENI aujourd'hui est composée selon les tests fondamentaux du pays. Qui voudrait-il voir au niveau de la CENI qui organise les élections et qui ne trouve pas? Est-ce que c'est lui-même? C'est la C14, la frange résiduelle de la C14 qui le dirige? Ou bien qui? En tout cas, à ma connaissance, la CENI est composée conformément aux dispositions du code électoral. Il n'y a pas d'organisation unilatérale. Par qui? Ça n'existe pas. Autrement dit, dans le fond, cette plateforme
n'a pas vraiment son sens. Alors, David Diabaté, on a aussi l'impression, et quand les élections approchent au Togo, beaucoup sortent de l'ombre et disent un certain nombre de choses. C'est plus à ça que ça ressemble aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est surpris par l'élection de 2020. On devait savoir depuis 2015 qu'on voterait en 2020. On attend quelques mois pour commencer les agitations. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors que c'est des sujets qui auraient pu être posés durant les 5 ans, qu'on n'a jamais posés non plus. Moi, je pense que ces crises profitent aux deux partis, et au parti au pouvoir et puis à l'opposition, puisque le constat a dégagé que c'est à la veille de ces élections que ces exigences sont posées sur le terrain. Constant parlait tout à l'heure à 4 mois des prochaines élections, le Togo ne doit forcément pas faire une révision électorale. Non, on sait que la loi prévoit une période pour faire ça. On sait qu'à l'approche des prochaines élections, des dispositions légales et pratiques sont prises pour permettre à ce que les élections se passent bien. Donc chaque formation politique ou chaque camp tire le drap vers soi. Le gouvernement est en toute liberté profite, aussi l'opposition profite, parce que au final, quand on sème ces troubles-là ou ces crises-là, on va vers un blocage qui au final va se retrouver à l'avantage d'un camp. La formation de la CENI, aujourd'hui, au sein de cette CENI, on sait qu'il y a des gens, il y a des formations politiques qui ne doivent plus être fait partir de la CENI aujourd'hui. Il y a des partis, quand je prends le cas du PDR, par exemple. Pourquoi ils ne doivent plus faire partie de la CENI? Mais c'est quand même... Je pense que... Non, il n'y a rien légalement qui empêche un parti aujourd'hui, de faire partie de la... Oui, aujourd'hui, on sait, quand on veut parler des formations des partis politiques extra-parlementaires, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne parlera pas encore du PDR, soyons quand même assez honnêtes sur ce plateau. C'est un parti qui n'est pas au Parlement. Donc oui, mais autant de quoi souffre le PDR? Autant certaines formations politiques ne sont pas dans l'actuel Parlement, mais ils ne sont pas dans la CENI. Moi, je parle de la représentativité de ces formations. On sait comment la présence, on sait comment l'entrée du PDR a été faite au sein des dernières CENI. On sait. Et aujourd'hui, il y a quand même ces problèmes qui sont là. Tout le monde le sait. Lorsqu'on parle de recomposition de la CENI actuelle, ça va à l'avantage. Moi, je me rappelle sur ce débat, même sur les 8-8, quand ça s'est posé, il y avait des gens au niveau de la coalition qui m'ont appelé pour me rappeler, parce qu'on faisait les débats que ces gens suivaient, qu'en signant l'APG, c'est vrai que ça n'avait pas été écrit, mais l'esprit de la recomposition de la CENI, c'est que parmi les extra-parlementaires, le pouvoir prenne un qui soit proche de lui et l'opposition deux qui soit proche de lui. Et dans la société civile, on fait l'inverse. Donc ça n'a jamais posé de problème à quelqu'un. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de l'APG? Le gouvernement UNIR a reconnu le caractère caduc de l'APG. La composition de la CENI respecte le code électoral. Oui, mais aujourd'hui, on ne fonde pas les débats sur l'APG. L'APG n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. Beaucoup d'acteurs politiques l'ont dit. Mais lorsqu'on prend le PDR, le PDR a participé aux élections dernières, les élections municipales. Le PDR a des conseillers. Je ne sais pas de quoi souffre la présence du PDR au sein de la CENI en tant que parti politique extra-parlementaire. Oui, je parle de la recomposition de la CENI. On va écouter... S'il faut trouver un parti extra-parlementaire qui va faire partie de cette CENI, je ne pense pas, et en toute honnêteté, que ce soit le PDR. Mais alors quel est le critère? Quel critère doit répondre ce parti extra-parlementaire qui doit faire partie de la CENI? De la volonté de certains de ne pas participer à la réussite de ce processus électoral. Oui, moi je pense que Monseigneur Kodjo est dans une sorte de théâtralisation de la situation, le tout dans une sorte de démarche de cosmétisme, et puis dans un élan de dessein inavoué.
Parce que moi, j'ai pris le temps de l'observer depuis un moment. J'ai du mal à comprendre le tableau mental de l'homme. J'ai cru à un moment donné qu'il était donc dans une démarche de pouvoir rapprocher un peu les positions. Aujourd'hui, on voit même les partis les plus représentatifs, comme le dit tantôt l'ANC et autres, qui ne se retrouvent plus carrément dans cette démarche-là parce qu'ils ont compris quelque part que l'homme est en train de perdre chaque fois des pédales et que réellement, ce qui devait donc naître de cette démarche-là ne serait pas véritablement propice ou du moins ne répondrait pas, disons, à la vie que porteraient ces partis politiques-là. Donc, du coup, on se retrouve devant un homme qui appelle, quand cela lui plaît, à pouvoir donc se défouler ou du moins à dégommer ou du moins à pouvoir donc se faire entendre. Parce qu'il n'y a plus d'autres créneaux pour ce homme. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'il fait aussi ses sorties, et que vous aviez, bon, pour ceux qui l'ont assisté, je pense que c'est un homme qui n'est plus dans une logique, pouvant donc être plus réellement au sérieux et pouvant donc, disons, faire sortir des choses, des lignes médianes qui puissent donc rapprocher des positions pour réellement trouver, disons, des proportions plus satisfaire au moins à temporiser une tant soit peu la situation. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, il faudrait que les partis politiques puissent comprendre réellement les enjeux, que concernant ces élections-là et de pouvoir de se départir carrément de ces appels intempestifs qui, à mon avis, réellement, lorsque vous regardez bien, cela ne produirait pas grand fruit. Et par rapport à cela, je pense que le moment est venu pour que la population, surtout étant donné que le gouvernement est en train donc de pouvoir donc déployer directement, donc ces élections-là sont carrément mises en branle, il faudrait carrément se contenter et à la chose proprement dite que de pouvoir donc aller écouter, disons, un monseigneur qui réellement est au crépuscule, disons, de sa vie. Donc, tout ce qui sort n'est plus réellement pas intéressant. Donc, à mon avis, je pense que, comme l'a fait l'ANC et d'autres partis politiques, il faudrait prendre les choses au sérieux. Le recensement est déjà annoncé, les dates sont annoncées de la révision. Il faudrait carrément que ces partis politiques-là puissent mobiliser la population. Parce qu'il faut un travail de terrain. Au jour d'aujourd'hui, l'opposition ne sent pas le travail de terrain qui se fait. Et par rapport à cela, moi je me dis, est-ce que c'est une opposition qui est aujourd'hui confinée dans une stratégie à pouvoir donc trouver des facettes pour contester une élection qui, du moins, eux peuvent quand même prendre, prendre meilleur parti à ces élections en appelant carrément des gens, s'ils estiment que réellement ils avaient appelé des gens à s'abstenir, à se faire recenser, c'est le moment de pouvoir donc se rattraper. Est-ce que la meilleure œuvre que ferait Monseigneur Kodjo ne serait pas de tout faire pour au moins que l'ANC puisse comprendre sa logique et la rejoigne, plutôt que de travailler avec des gens, comme vous l'avez dit, qui finalement ne représenteront rien? Je pense que cette question ne se pose pas véritablement. Parce que Monseigneur lui-même n'a plus de logique. Hein. Peut-être du fait du poids de l'âge, il a vraiment perdu le sens de la logique. Souvenez-vous de son kermesse dans les marchés à la veille des élections locales, où il appelait les gens à aller voter massivement pour l'opposition, pour dégager le parti au pouvoir. Vous comprenez bien que par rapport au niveau intellectuel de Kodjo, l'archevêque, une personnalité de ce niveau ne peut se permettre de pareilles déclarations. Nous comprenons que l'âge, nous avons aussi des personnes de son âge dans nos familles. Nous savons qu'ils ne répondent plus vraiment à la logique des choses, à la rigueur de la réflexion. Ils sont retombés à l'âge petit enfant. Donc, l'ANC ne pouvait en aucun cas continuer à écouter Monseigneur Kodjo, qui a perdu vraiment les repères de la logique. Ça, je comprends sur la position de l'ANC sur cette question. Maintenant, ceux qui continuent de suivre Monseigneur Kodjo se font guider. Qui sont-ils? Je l'ai déjà dit. C'est pratiquement des gens qui n'existent pratiquement pas sur l'échiquier politique. Ce sont des partis qui n'ont pas du tout de poids. Lorsque vous les prenez individuellement, à part le MPDD, qui a quelques députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale en la faveur du boycott des partis sensibles de l'opposition radicale. Quel parti
a une fois eu un député à l'Assemblée nationale et qui suit Monseigneur Podro? Aucun. Aucun. Même le parti de Madame Adiamago, Brigitte, la CDPA, même lorsque les partis de l'opposition ramassaient les sièges des députés comme de petits pains, la CDPA n'a jamais réussi à mettre un candidat en ballottage dans aucune circonscription. En réalité, c'est un parti qui n'existe pas, qui n'a pas de poids sur l'échiquier national. Je voudrais réagir un peu sur la position de Adam et de Constant par rapport à la sortie de Podro. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de respect pour cette personnalité, hein, et beaucoup de décence, surtout quand on parle, quand on veut dire que Monseigneur Podro n'a plus de logique, c'est foncièrement insulter l'intelligence de cet homme. Je pense pas du tout. Loin de nous. Loin de nous. C'est une observation. C'est une observation. Je l'ai dit, nous avons dans nos familles des personnes de son âge et nous savons leur comportement. Nous comprenons que par rapport à son niveau intellectuel, aujourd'hui, il ne peut pas raisonner de cette façon. Est-ce que je peux finir? On lui reconnaît la valeur qu'il mérite. Mais à cette étape, les propos qu'il tient, les adversaires en face ont un certain respect. Justement, je l'ai dit au départ, nous ne nous sentons pas adversaires à Monseigneur Podro. Nous sommes trop enfants pour être adversaires à Monseigneur Podro. Nous sommes obligés de constater. Nous ne pouvons pas nous sentir adversaires de Monseigneur Podro. Loin de là. Loin de là. Vous ne reconnaissez pas ce que vous avez dit tout à l'heure tous les deux. Non, ce n'est pas. C'est quand même assez extraordinaire. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. C'est que plutôt vous interprétez mal ce que nous avons constaté. Ce sont des constats que nous avons faits. Merci David. Elle est vraiment biaisée. Merci Constant Lemou. Merci à tous. Demain vendredi, on est encore ensemble.